Eh bien, mesdames, messieurs, chers alumni, chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième rencontre du cycle sur les coulisses de l'Élysée. Alors après Michael Moreau qui est venu nous parler des plumes des présidents, après Laurent Stefanini qui est venu nous parler du protocole de la République, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l'Élysée. Alors, Monsieur Lemas, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, Monsieur Lemas, je le rappelle, vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de François Hollande de 2012 à 2014, avant de prendre la direction de la Caisse des dépôts, Caisse des dépôts que vous avez quittée en 2017 et vous êtes devenu président de France Active, qui est, je le rappelle, le principal financeur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Vous débutez votre carrière, Monsieur Lemas, au début des années 80 dans les cabinets Gaston Defferre au ministère de l'Intérieur, puis auprès de Pierre Jox, de ces années en cabinet auprès des pairs et des artisans de la décentralisation. Vous avez retiré une expertise des territoires qui va vous conduire notamment à la direction générale des collectivités locales. Vous avez été nommé préfet de Corse en 2003 par Nicolas Sarkozy, puis préfet de la Moselle de 2006 à 2007, avant de prendre la tête de Paris Habitat. Vous devenez ensuite, à la demande de François Hollande, directeur de cabinet du président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel. De ces années passées dans les coulisses du pouvoir, vous avez tiré un livre qui s'intitule Des princes et des gens, ce que gouverner veut dire, paru aux éditions du Seuil en 2019. Vous y livrez une partie des souvenirs qui jalonnent votre parcours dans les plus hautes sphères de l'État. Alors cet ouvrage, c'est aussi l'occasion pour vous de livrer une réflexion lucide, la réflexion d'un haut fonctionnaire sur certaines limites, certaines dérives qui touchent parfois le sommet de l'État et notamment la distance toujours plus dangereuse qui existe entre les élus et les citoyens dans nos démocraties. Et vous allez, pendant cette heure que nous passons ensemble, partager avec nous, avec les alumni de Sciences Po, cette expérience dans les coulisses du pouvoir, de l'État et celle de l'Élysée plus particulièrement, sur laquelle nous allons revenir. Mais avant tout, une première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Lemas, et qui concerne votre histoire personnelle et familiale. Vous êtes né à Alger dans les années 50 et vous avez dû quitter votre terre natale à la suite de l'attentat dont a été la cible votre père, avocat, gaulliste, militant d'une Algérie algérienne, fraternelle et proche de la France. Est-ce que cette période de votre vie et ces événements ont façonné l'homme et le serviteur de l'État que vous êtes devenu? D'abord, je salue tous les anciens de Sciences Po qui sont là, hein, parce que c'est un peu ma famille aussi. Hein. Euh, Écoutez, vous me posez une question très difficile parce que quelle est la matrice de ce qu'on devient? Je ne sais pas trop. L'Algérie, pour moi, c'est en effet la matrice. C'est ma mère, c'est ma terre natale, l'Algérie. Et donc, j'ai gardé pour ce pays un attachement très fort, quoi. Des amitiés aussi, hein, parce que malgré le temps qui passe, on a les cheveux blancs, mais on se retrouve parfois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris des choses très simples, hein, qui vont vous paraître très très simples, peut-être même très basiques, comme on dit maintenant. La première, c'est que j'ai appris la nécessité de l'engagement. Vous voyez, une des choses importantes pour moi, c'est l'engagement. L'engagement, c'est pas un engagement facile. Mon père s'est engagé dans un cadre que personne ne comprend plus aujourd'hui, parce que l'histoire est passée par là et que 60 ans après, l'histoire ne s'écrit pas comme on la vit. Mais l'engagement, ça veut dire jouer son rôle dans la sphère publique et prendre son risque. Voilà, en gros. Ce qu'a fait mon père à l'époque, dans des situations qu'on a du mal à expliciter, parce que vous savez, les bombes posées par les uns et les bombes posées par les autres, elles tuent les mêmes. Et donc, l'engagement qui a été celui
de mon père et de ma famille, et pour moi un engagement un peu fondateur contre les inégalités, contre certaines formes de colonialisme, qui n'excluait pas, au contraire d'ailleurs, une vision très, très, très attachée à la France, très patriotique. Alors ça peut paraître très paradoxal comme ça, des années après. C'est compliqué à exprimer, c'est compliqué à écrire d'ailleurs aussi. Mais l'engagement, c'est sans doute la première chose. On doit s'engager. Voilà. Bon, la deuxième que j'ai appris, mais je l'ai compris après. J'étais un petit garçon, moi, à l'époque. La chose que j'ai appris après, c'est, dans la foulée de tout ça, en quelque sorte, l'importance de l'État. J'ai toujours été de cette génération qui considérait que le rôle de l'État comme gardien de l'intérêt général, comme étant en situation de comprendre, d'écouter, mais aussi de trancher, c'était un sujet majeur. Et donc, j'ai gardé pour l'État, ce qu'on appelle le service public, hein, un attachement qui date de cette époque-là, sans doute un peu candide. Vous savez, quand vous êtes petit, et quand vous êtes outre-mer, vous avez une vision idéalisée de la France, hein. La Madone aux fresques des églises du général de Gaulle. Et la France, d'une certaine manière, c'est aussi dans notre imaginaire de petit enfant de l'outre-mer, c'est aussi ce qui représente la France, c'est-à-dire l'État. Alors, pour prolonger la réflexion sur ces deux aspects, à la fois l'engagement et l'importance de l'État, après Sciences Po, vous avez intégré l'ENA, vous faites partie de la fameuse promotion Voltaire, dont sont issues de nombreuses personnalités politiques, à commencer par François Hollande. Est-ce que vous avez envisagé de vous engager politiquement, mais en vous lançant dans une carrière politique? Au démarrage, non. Moi, j'avais qu'une idée. J'avais d'ailleurs l'idée déjà à Sciences Po. Euh, je voulais faire plein de métiers, hein, on va dire. Mais une fois que j'ai décidé de passer les concours administratifs, et notamment de passer l'ENA, j'en ai passé plein à cette époque, et notamment de passer l'ENA, moi, j'avais une idée, je voulais être préfet. Moi, je voulais être préfet parce que je trouvais que préfet, c'était à la fois une représentation de l'État, vous voyez, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, une personnification de l'État, comme on dit maintenant, une incarnation de l'État, ce qu'on n'aurait jamais osé dire à l'époque. C'est une présence sur le territoire, donc c'est être dans un petit bout de France. Et puis c'est un métier à la fois de contact, de rencontre, de confrontation, de compromis et de décision. Et donc, moi j'avais très envie de ça. Alors, après, évidemment, j'ai pensé à faire de la politique, comme on dit. Quand vous rentrez dans un cabinet ministériel, je pense que la moindre des choses, c'est d'être en accord avec le ministre que vous allez servir. Donc, si vous n'avez pas la même sensibilité politique, je déteste les mercenaires des cabinets ministériels. Personne n'oblige personne à rentrer dans un cabinet ministériel. Si on le fait, c'est parce que on a une conception politique qui est, à tous les sens du terme, qui est celle du ministre que vous vous apprêtez à servir dans un gouvernement dont vous approuvez les orientations. Donc, je me suis posé la question. Après, c'est une affaire de circonstances, c'est une affaire de lieu, c'est une affaire de moment. J'ai failli et ça ne m'a pas manqué. Parce qu'en définitive, dans une carrière de fonctionnaire, vous faites mille choses, surtout quand vous êtes préfet. Vous pouvez être directeur d'administration centrale, vous côtoyez le politique tout le temps, vous vivez votre vie avec des élus et notamment des élus locaux. Vous êtes commissaire du gouvernement, vous animez des collectifs dont les élus sont les parties prenantes. Vous travaillez en lien d'une manière ou d'une autre avec les autorités politiques, quelles qu'elles soient, les ministres, etc., ou les instances européennes. Donc des instances internationales jusqu'au maire d'une petite commune de campagne, vous côtoyez tout le monde. Et donc, je n'ai aucun regret. Mais j'aurais pu. En tous les cas, j'ai assumé tranquillement d'être ce qu'on appelait à l'époque un préfet de gauche, un préfet de sensibilité de gauche. On disait ça comme ça, en mettant le mot sensibilité comme une espèce de vocabulaire qui estompe le réel. J'ai assumé ça sans problème. Quand vous rentrez dans un cabinet ministériel de gauche et que vous servez des gens comme Gaston Defferre ou Pierre Joxe, ou plus tard, lorsque je servais François Hollande, je n'allais pas mettre
mon mouchoir dans ma poche et toute la difficulté du métier, c'est cet équilibre entre la représentation de l'État où vous devez servir l'État quel qu'il soit. C'est pas le haut fonctionnaire qui choisit le ministre, hein, c'est le ministre qui choisit le haut fonctionnaire. Donc cet équilibre entre la représentation de l'État et votre propre sensibilité qui est ce qu'elle est et qui vous amène à parfois dire oui, parfois dire peut-être, et puis à assumer de temps en temps de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous avez en tout cas dit oui pour la Corse et la Moselle quand Nicolas Sarkozy vous y a nommé. Est-ce que ces terrains très particuliers, comment est-ce que vous avez vécu cette… Je vais vous dire, d'abord, j'étais à cette époque ancienne, j'étais secrétaire général, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Bon, enfin, j'étais en train… Monsieur Le Mas, est-ce que vous nous entendez? Les aléas du direct, un petit souci de connexion. Chers auditeurs et auditrices, on va faire en sorte de recontacter Monsieur Lema. Ne quittez pas, ne changez pas de canal. Voilà. Merci à ma collègue Alessandra. Est-ce que vous avez un contact avec Monsieur Lema? Alors voilà. Il faut que vous activiez à nouveau votre micro, Monsieur Lema. Ça marche? C'est parfait. Je suis vraiment confus, ça a dû s'éteindre tout seul, je ne sais pas très bien. C'est parfait. Bon, alors ce que je vous disais, je vais le dire encore plus vite. À l'époque, j'étais secrétaire général du ministère de l'Intérieur. J'ai servi successivement au gouvernement de gauche et puis Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur. Et Nicolas Sarkozy savait parfaitement quelles étaient mes sensibilités politiques et ce que je pensais. Bon, après, je suis allé en Corse. À vrai dire, je suis allé en Corse au lendemain d'un projet de référendum raté proposé par le ministre de l'Intérieur, qui avait proposé une réforme du statut de la Corse soumise au vote des électeurs de Corse, qui a été rejetée par une large majorité à l'époque. Et donc, c'était une situation un peu de crise. Pour tout vous dire, moi, j'ai beaucoup aimé la Corse. J'ai passé 3 ans en Corse. Je dois être le seul préfet qui a fini par s'acheter une petite maison en Corse. Pas quand j'étais préfet, je vous rassure, mais quelques années après. Et donc, j'ai beaucoup aimé la Corse. La Corse est un des endroits où vous avez, en quelque sorte, d'une manière charnelle, physique, la certitude de servir la République. Vous savez ce que vous faites. Moi, j'avais une idée qui, d'ailleurs, n'était pas très éloignée, au contraire, même de celle de Nicolas Sarkozy, à l'époque, qui était que l'important, c'était de conduire la Corse dans la République, dans une situation d'autonomie assumée, en quelque sorte. Alors, le mot autonomie n'est évidemment pas utilisé, puisque c'est un terme dont la connotation juridique renvoie à bien d'autres choses. Mais en tous les cas, d'avoir une collectivité territoriale de Corse qui puisse assumer clairement ses propres responsabilités. Et puis, il y avait en même temps des problématiques, évidemment, d'ordre public de toutes sortes, puisque le terrorisme indépendantiste n'avait pas disparu. Puis, il y avait la montée d'une certaine violence mafieuse. Bref, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous assumez tout. Et donc, d'une certaine manière, vous prenez vos décisions, restant dans la ligne du gouvernement. Voilà. J'avais contribué à écrire le statut de la Corse qui avait été voté à l'époque où le ministre de l'Intérieur était Pierre Joxe, et je m'y retrouve avec Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas senti de décalage considérable entre la vision de l'un et la vision de l'autre à beaucoup d'années, de presque 10 ans d'écart entre l'un et l'autre. Alors après, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Oui, évidemment qu'on a des marges de manœuvre, mais là aussi, il faut prendre son risque. Il m'est arrivé de me trouver dans une situation qui a fait les titres de la presse dans cette époque extrêmement lointaine, où un bateau, un ferryboat corse, avait été en quelque sorte pris en otage par des marins corses qui avaient conduit une sorte d'odyssée en Méditerranée
comme des pirates des années 2010, en quelque sorte. Et la question était de savoir comment on faisait, comment on arrêtait tout ça, comment on le faisait sans qu'il y ait de drame, sans effusion de sang, comment on le faisait en évitant d'avoir tout autour de ça des manifestations violentes. C'est du boulot, c'est tout un travail que je raconte un peu dans mon livre, où il y a toujours un moment, au fond, où vous êtes l'objet d'instructions, parfois d'instructions des ministres ou du Premier ministre qui sont un peu contradictoires, où on vous dit de faire ci, on vous dit de faire ça. Bon, il y a un moment où vous assumez votre truc et vous dites moi, je propose de faire ça, je le fais. Vous prenez un risque dont il faut bien mesurer les conséquences. Il ne faut pas exagérer. C'est un risque pour la suite de votre carrière, au pire. Mais si tout va bien, vous êtes quand même content d'avoir bien servi la République. Alors la Moselle, c'est autre chose, parce que moi, j'ai vécu la Lorraine. En fait, j'étais préfet de la région Lorraine. Et la région Lorraine, ça n'existe plus, la région Lorraine. Mais en tant que telle, quoique ça existe bien, entre Champagne-Ardenne et l'Alsace, il y a bien une unité de la région Lorraine. La région Lorraine, c'était une autre problématique. Lorsque vous vous trouvez face à des situations de désastres post-industriels, de fermeture d'usines, de fermeture de mines, de désespérance sociale, de situations extrêmement difficiles, y compris sur le plan humain, mais aussi sur le plan urbanistique et pas seulement sur le plan économique. Vous avez quand même des situations qui sont douloureuses et sur lesquelles vous avez à vous interroger sur les voies et moyens de la suite. Évidemment, vous avez des instructions gouvernementales, vous savez où vous allez. Nous avons vraisemblablement des petits problèmes de connexion avec Monsieur Lemar. La communication va se rétablir dans quelques instants. Monsieur Lemar, est-ce que vous nous entendez? Se déconnecter. Voilà, moi, j'ai pas eu de coupure, moi. Nous, on en a une. Mais écoutez, continuons, il n'y a aucun souci. Bon, écoutez, je vous ai un peu tout dit. Oui. La situation de la Lorraine est assez différente. C'est une autre expérience. J'en ai vécu d'autres dans les départements. Mais c'est une expérience très différente. La différence, c'est évidemment la situation sociale et économique dans laquelle vous êtes. L'autre différence, c'est que il ne faut pas imaginer que les ministres ou les cabinets ministériels ont un regard porté sur ce qui se passe dans chacun des départements d'une manière extraordinairement détaillée ni précise. C'est une blague, c'est une vue de l'esprit. Donc, vous êtes très proche en réalité des élus, parfois en rivalité. Parfois, les élus trouvent que vous en faites trop, parfois pas assez. Et donc, vous avez là aussi à bâtir des équilibres, et c'est une des choses les plus intéressantes au monde. Vous savez, l'État finit par avoir souvent un rôle d'arbitre, y compris à son corps défendant. C'est-à-dire que à la fin des fins, les élus finissent par se mettre d'accord contre l'État. Ce n'est pas forcément la meilleure manière d'avancer, mais ça aide à avancer, contrairement à ce qu'on pense. Alors l'État, vous continuez à le servir. Une fois François Hollande arrivé à l'Élysée, élu, puisque vous êtes nommé secrétaire général, est-ce que vous y êtes tout le temps lié? Comment est-ce que vous avez vécu cette nomination? Est-ce que c'était une forme de consécration, d'aboutissement pour vous? Est-ce que, comme plus jeune, pendant vos études à Sciences Po, vous vouliez devenir préfet? Est-ce que c'était le chemin également que vous pensiez suivre ou pas du tout? Ah, mais alors, pas du tout. Non, mais pas du tout. J'ai jamais raisonné de cette manière-là. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est de faire des choses différentes. Et à nouveau, quand on sort de Sciences Po, quand on sort de l'ENA, j'espère que ce sera encore vrai demain, et quand on choisit le corps préfectoral, on a la chance de faire 1000 choses.
Donc, comme vous l'avez évoqué, je fais mille choses. J'ai été directeur d'un organisme HLM, j'ai été directeur de l'urbanisme et de l'habitat au ministère de l'Équipement, j'ai été directeur de cabinet du président du Sénat, où j'ai été directeur à ce qu'on appelait à l'époque la data. Donc, je fais des choses très différentes. Et j'ai jamais raisonné. Et puis parfois, j'ai été mis dans un placard où j'ai trouvé des choses très intéressantes à faire aussi. J'ai été nommé à la tête du journal officiel. C'était pas considéré à l'époque comme une promotion. J'ai adoré faire ça. Donc non, j'ai pas raisonné comme ça. Et j'ai pas vécu ça comme une consécration ou comme un aboutissement. J'ai vécu ça comme comment dire, comme une charge que le président de la République me demandait de prendre sur les épaules à ses côtés. Je l'ai vécu vraiment comme ça. C'est pas une clause de style. C'est-à-dire que lorsque je me suis retrouvé dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, un peu vieillot, plein de boiseries. Je crois que les successeurs en ont fait un bureau tout neuf, mais moi, j'ai rien changé. J'ai pas changé une tenture moisie, rien, quoi. J'ai pas essayé d'enlever des craquelures, des dorures. Quand je me suis retrouvé dans ce bureau, j'ai eu presque physiquement le sentiment d'une charge sur les épaules. C'est-à-dire, voilà. Il m'est arrivé de dire une fois que quand vous avez ce genre de fonction, vous levez la tête, vous n'avez rien d'autre au-dessus de vous que le président de la République. C'est pas une consécration, c'est une charge. Est-ce que je saurais faire? Évidemment, on ne doit jamais dire quand on est en fonction est-ce que je saurais faire. Mais en même temps, c'est bien ça qui vous traverse l'esprit. Et donc, je l'ai pris évidemment comme un honneur et tout, mais c'en était pas. Hein. J'étais très reconnaissant au président de la République. Mais en même temps, je vous dis, je l'ai pris largement comme une charge. J'ai pas de désinvolture par rapport à la fonction publique. Je peux avoir des désinvoltures dans la vie. Hein. Je ne suis pas un garçon en permanence sinistre, mais pas là, pas là. Et ça a été 2 années extrêmement intéressantes où vous êtes dans une position très particulière de secrétaire général de l'Élysée. C'est une fonction qui n'a pas de définition juridique. Et puis, comme on dit désormais dans le secteur privé, vous n'avez pas de track record. Donc, j'avais un peu de mal à trouver des manuels d'anciens secrétaires généraux de l'Élysée. J'en ai trouvé quelques-uns, comme mon ami Jean-Louis Bianco, mais je n'en ai pas trouvé tant que ça pour me dire, écoute, fais gaffe où tu mets les pieds, voilà les choses trappes et ce que tu peux faire réellement. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation qui est au démarrage, que vous vivez comme lourde. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est d'autant plus vrai que, pour vous raconter des histoires de coulisses, lorsque vous arrivez à l'Élysée, rien ne marche. Vous arrivez à l'Élysée, vous succédez à une équipe. Vous rencontrez en tête-à-tête le secrétaire général du président de la République précédent. Ce que j'ai fait pendant que François Hollande rencontrait Nicolas Sarkozy, moi je rencontrais mon homologue, que je connaissais d'ailleurs. Et il s'en va, vous le raccompagnez, vous dites au revoir, vous rentrez dans votre bureau, vous demandez comment ça marche. Vous n'avez pas de papier sur votre bureau, le téléphone ne marche pas, les ordinateurs ne marchent pas. Voilà, la tradition française, c'est une vieille tradition française, hein, ça remonte au Second Empire, à la fin du Second Empire, ce qu'on appelait l'Empire libéral. La tradition française, c'est que lorsqu'une équipe nouvelle arrive, c'est une page blanche. Et donc, la première chose ou les premières choses que vous faites, c'est des choses très concrètes. Hein. C'est réunir vos équipes, installer vos conseillers dans des bureaux, refaire marcher les téléphones, remarcher les ordinateurs qui sont tous à zéro, voir si les contacts… C'est presque Zoom cet après-midi, quoi. C'est voir comment la machine marche. Est-ce que le secrétariat du président de la République est installé dans de bonnes conditions? Voilà, c'est des choses très concrètes. Et vous faites ça pendant que le président de la République descend les Champs-Élysées pour sa première prise d'armes, d'installation, et organise, ou vit plutôt, ce qui a été organisé avant, vit sa première journée de président de la République. Voilà. Moi, le soir du premier jour, il a fallu que je gère, au soir de l'installation de François Hollande comme président de la République, une panne d'avion à Villacoublay.
Est-ce qu'il allait ou pas arriver à Berlin? Bon, il est arrivé en bon port. Enfin, quand même, il y a eu de l'orage, des éclairs, et il a fallu appuyer sur plein de boutons, donner plein de coups de téléphone, prendre des tas de décisions microscopiques. Mais voilà. Et comme en même temps, vous savez que l'État ne peut pas s'arrêter une seconde, d'entrée de jeu, toute la machine de l'État vous renvoie des questions, des informations, des interrogations, voilà, toute une série de choses qui font que le soir même, vous avez l'impression d'être là depuis un mois. Et alors, une fois que cette installation est faite et ce premier soir passé, vous l'expliquez dans votre livre, les premières difficultés pointent le bout du nez, les intrigues de couloir, les phénomènes de cour, la compétition entre les conseillers, celles et ceux qui veulent prendre plus de lumière que d'autres. Euh, Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que vous y attendiez? Et comment est-ce que l'on gère cela? Comment est-ce qu'on gère ces forces contraires? Comment est-ce qu'on gère ces égos? Comment est-ce qu'on pilote ces équipes autour du président de la République? C'est compliqué parce que, comment dire, moi j'ai raconté ça parce que je trouvais que c'était un peu, c'est des choses qu'on ne raconte pas. Donc je trouvais que c'était intéressant d'entrer dans ce genre de sujet, non pas par l'aspect institutionnel ou par la masse de décisions politiques, juridiques, économiques ou financières qu'en réalité qu'on prend collectivement. Je trouvais que c'était une manière par le petit bout quoi, de la lunette de regarder les choses. François Mitterrand disait que il n'avait pas auprès de lui une équipe, il avait des collaborateurs, des additions de collaborateurs. Euh, je pense qu'en réalité, il avait quand même une équipe. Mais certains présidents de la République disent, moi, je ne veux pas d'équipe. Je veux les collaborateurs que je puisse solliciter en tant que de besoin, comme conseiller, comme chargé de faire remonter des informations, comme la réalité, c'est qu'on est quand même dans une situation très paradoxale à l'Élysée. L'Élysée de la Ve République est organisé comme l'était l'Élysée d'Armand-Fallières. C'est-à-dire que vous, alors j'exagère un peu, mais vous avez un groupe de conseillers par secteur, et puis vous avez quelques fonctions pérennes, par exemple l'état-major particulier du président de la République. Je rappelle que le président de la République est chef des armées, ce n'est pas le Premier ministre, hein, c'est le président de la République, donc c'est une fonction propre. Il a auprès de lui un état-major particulier, et puis naturellement, il a une directrice, à mon époque c'était une directrice de cabinet, et un chef de cabinet pour organiser l'intendance, les voyages, l'organisation même de cette centaine de personnes 120 personnes que représentent les personnels de l'Élysée, dont beaucoup sont là tout le temps. Les secrétaires, les administratifs et les gendarmes et le cuisinier, ils sont là tout le temps. Ils voient passer les présidents de la République. C'est pas le système des dépouilles à l'Élysée, au sens américain du terme. Alors, la difficulté majeure, c'est la suivante. C'est que l'Élysée n'est pas organisé comme un outil de commandement, sauf pour l'aspect militaire. Ce n'est pas organisé comme un outil de commandement. Les outils de commandement de l'État, ils sont à Matignon, comme avant 1962. Le secrétariat général du gouvernement qui organise des réunions interministérielles, qui prend des arbitrages, qui soumet des arbitrages au cabinet du Premier ministre, c'est à Matignon. Le secrétaire général chargé des affaires européennes, c'est à Matignon. Enfin, je pourrais démultiplier ce genre d'outils. L'appareil d'État, l'appareil de contrôle et de centralisation de l'État, il est plutôt à Matignon. À l'Élysée, vous n'avez pas d'appareil de commandement de l'État. Vous avez une série de conseillers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Dans la Ve République classique, ça va bien. Parce qu'au fond, il faut surtout que les conseillers de l'Élysée ne se prennent pas pour des super ministres. Ils sont là pour porter la parole du président de la République, ils sont là pour aiguillonner les ministères, ils sont là pour aider le Premier ministre à assurer la coordination du travail gouvernemental. C'est un métier un peu difficile de ce point de vue-là, parce que c'est un métier qui consiste à faire plus qu'à faire. Dans la République telle qu'elle a été transformée par le quinquennat, dont tout le monde a sous-estimé les conséquences réelles. Je ne parle pas des débats institutionnels qu'on a tout le temps, mais les conséquences réelles.
le quinquennat fait qu'il y a concomitance entre le président de la République et la majorité parlementaire, et que le Premier ministre du quinquennat peut difficilement prendre l'espace que prenait Georges Pompidou auprès du général de Gaulle. Après, c'est une question d'équation personnelle, de relation entre le président de la République et son Premier ministre. Mais même quand le président de la République souhaite que son Premier ministre, ce qui était la volonté de François Hollande, joue un rôle plein de Premier ministre, l'article 20 de la Constitution, au sens plein du terme. Même dans cette situation-là, en réalité, de proche en proche, beaucoup de choses remontent à l'Élysée. Et vous avez deux réponses à ça. La première, c'est ce que Sarkozy ou Claude Guéant avaient un peu théorisé, c'est l'hyper-présidence. Tout remonte à l'Élysée et on organise les choses de telle manière que c'est au fond assumé, avec inévitablement un certain effacement de Matignon. C'est pas commode parce que l'appareil d'État est à Matignon. Hein. Soit vous avez un équilibre à trouver entre les grandes orientations fixées par le président de la République et puis les décisions de tous les jours. Et quand je dis de tous les jours, c'est parfois des décisions politiques lourdes hein, qui sont prises au niveau du Premier ministre. Et dans ce cas-là, le rôle de l'équipe autour du président de la République, ça consiste à éviter qu'il y ait entre le château de la rive droite et le palais de la rive gauche des dysfonctionnements, ce qu'on appelait à l'époque des couacs, voilà, mettre de l'huile dans ces rouages pour que l'État fonctionne. Et donc, ça demande une énergie folle. Et moi, pour répondre à votre question, mon sentiment était que la meilleure manière pour que ça marche, c'était d'essayer de constituer une équipe, c'est-à-dire une camaraderie entre celui qui s'occupe de l'économie, celui qui s'occupe des affaires sociales, celle qui s'occupe des libertés publiques, bref, ou l'équipe qui s'occupe de l'international. Et donc, je réunissais quotidiennement les responsables d'équipe, parfois les équipes entières, pour distribuer la parole, pour échanger, pour organiser notre temps, notre agenda et les soumettre au président de la République. Et alors, à ce moment-là, vous avez un phénomène qui est un phénomène de sociologie très bête, qui est fait de toute organisation, et à nouveau, j'en ai connu beaucoup, y compris dans l'entreprise, qui est que l'accès au chef est quelque chose une denrée rare, quoi. Le regard du président de la République, quand il vous dit, ou quand il dit à un conseiller, ce que tu as fait, c'est formidable, waouh! Quand le président de la République serre trois mains et oublie la main d'un chargé de mission, il a le sentiment qu'on l'a tout de suite enfoncé dans la GN, qu'on l'a mis dans un... Il est puni, il a forcément fait quelque chose de très mal. Ce qui n'est pas vrai du tout, d'ailleurs, c'est de la pure distraction. Mais c'est comme ça. Et donc, vous avez un phénomène que j'ai vu très souvent, y compris dans les cabinets ministériels, qui est, au fond, presque... Voilà, c'est un phénomène de cours. Alors, quand vous relisez... pourtant, Hollande, Dieu sait s'il détestait ça. Mais voilà, il faut relire... ce que j'avais fait avant, parce que j'avais trouvé ça amusant de le faire avant, quand vous relisez Balthazar Gracian, ou, hein, vous voyez, ou que vous plongez avec délice dans un des tomes de Saint-Simon, vous découvrez des choses qui sont tellement dans le tempérament français, cette manière d'être et de faire. Et tout ça est lié à quoi? C'est lié au fait qu'à la fin des fins, tout ce que je vous dis là aboutit à ce que l'ensemble de l'appareil d'État est organisé autour du président de la République et que le président de la République de la Ve République, avec le quinquennat, c'est pas tout à fait René Coty, et donc ni Vincent Auriol. Et donc, vous avez un phénomène, alors après, ça dépend de l'équation personnelle des présidents de la République, mais je pense que tant qu'on restera dans le dispositif institutionnel actuel, qui, à mon avis, mérite d'être corrigé, mais je ne suis pas sûr que qui que ce soit aura envie de le corriger, vous aurez un phénomène de cette nature-là, avec voilà, et puis des gens qui se disent, après tout, voilà, moi je suis drôlement bien, quoi. Pourquoi je ne suis pas ministre, pourquoi je ne suis pas, je sais pas quoi, voilà. C'est ce qui vous a fait dire… Pardon de prendre ça par le petit bout, hein, mais j'essaye de vous illustrer de manière plaisante des situations qui ne sont pas toujours plaisantes en réalité.
Non, mais ça nous éclaire beaucoup. Et est-ce que c'est cela même qui, à un moment, vous a fait dire que la fonction de secrétaire général était ingrate, ce qui vous a valu un certain nombre Oh de… là là, le jour où j'ai dit ça, j'ai dit une horreur absolue. J'ai dit ça une fois à la radio. Je n'étais plus secrétaire général, hein, à ce moment-là. Non, ce que je veux dire ingrat, c'est que c'est pas une fonction. C'est une fonction. C'est ingrat au sens que c'est un travail continu, permanent, minutieux, rigoureux et dans l'ombre. C'est un métier dans l'ombre. Un de mes grands patrons, qui était Pierre Jox, disait un cabinet ministériel, ça n'existe pas. Ça n'est que l'ombre portée du ministre. Alors, a fortiori, le cabinet l'équipe du secrétaire général de l'Élysée par rapport au président de la République, il a vocation à ne pas exister. Qui existe dans la sphère publique? Qui est légitime à exister dans la sphère publique? Ceux qui sont les élus démocratiques du suffrage universel. Euh, les hauts fonctionnaires, en tant qu'ils sont directeurs d'une administration centrale ou même préfets, existent par eux-mêmes, en quelque sorte, en tant qu'ils portent sur leurs épaules une partie déléguée du pouvoir de l'État. Légitime, parce qu'organisé par la loi, le décret, dans des conditions de nomination, qui sont des conditions de nomination répondant à un cadre juridique précis. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est un personnage dont je ne vais pas dire qu'il n'est pas important, ce serait une espèce de fausse modestie ou de comme ça, ce serait pas vrai. Mais c'est un personnage qui n'a pas vocation à être un personnage public. Et d'une certaine manière, ce que j'appelais ingrat, au fond, c'est que c'est un travail euh, pour lequel vous avez besoin de vous dire tous les jours ce que je fais, c'est vachement bien, quoi, c'est vachement utile. Parce qu'il y a relativement peu de monde dans l'univers qui vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas pris telle décision? Pourquoi, pourquoi tu ne m'as pas répondu au téléphone avant-hier? Pourquoi le président de la République ne m'a pas reçu alors que je le sollicite depuis 3 semaines? euh, Pourquoi qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? J'ai plein d'exemples qui me viennent à l'esprit que j'ai pas envie de raconter, mais donc voilà, c'est ça que j'appelle un travail ingrat. C'est un travail de l'ombre assumé. Et d'une certaine manière, je considère que c'est un travail d'ascèse. Voilà, à nouveau, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas de désinvolture sur les affaires de l'État. Euh, et reconnaissez, puisque vous m'écoutez parler depuis un quart d'heure, hein, que pour un Méditerranéen comme moi, bavard par nature, passer quelques années dans le silence et dans l'ascèse, ce n'était pas tout à fait conforme à mon tempérament naturel. Alors, un autre exemple d'une personne passée par la 16 et puis qui, à un moment, a pris la lumière, une personne que vous avez, je crois, vous-même recruté, votre secrétaire général adjoint, un certain monsieur Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé cet entretien? Et puis, est-ce que vous avez rapidement perçu l'ambition et les responsabilités, en tout cas, qu'ambitionnait M. Macron? Oh là là, comment dire quand j'ai été pressenti en quelque sorte comme secrétaire général de l'Élysée par le président, j'ai reçu beaucoup de candidatures. Beaucoup, beaucoup. C'est fou ce que j'avais comme copain de Sciences Po que j'avais un peu oublié. Donc j'ai reçu énormément, ou de l'ENA ou d'ailleurs, de candidatures. Bon. Et j'ai eu à cœur de répondre à tout le monde. Et puis, ayant fait quelques shortlists, de recevoir ce qui me paraissait pertinent pour rejoindre l'équipe. Bon. Certains avaient travaillé déjà dans l'entourage du président de la République à sa campagne électorale, ce qui n'était pas mon cas. J'ai pas participé à la campagne électorale. J'étais directeur de cabinet du président du Sénat et l'installation d'un Sénat de gauche pour la première et seule fois dans l'histoire de la République était déjà une aventure compliquée. Donc, j'ai pas participé à la campagne. Donc, j'ai reçu beaucoup de candidats, dont un garçon dont tout le monde me disait à quel point il était formidable, qu'il avait travaillé dans les équipes de campagne, qui avait fait des notes d'immense qualité, mais que je connaissais absolument pas, et qui était Emmanuel Macron. J'ai le souvenir de l'avoir reçu très tard.
Quand vous faites ces opérations de recrutement, vous avez peu de temps parce que la période entre l'élection du président de la République et son installation, c'est à tout casser 15 jours. Donc, vous avez peu de temps. C'est même moins que ça. Donc, vous avez peu de temps. Et donc, je recevais les aspirants conseillers à des heures impossibles, quoi. J'ai dû le recevoir à 2 heures du matin, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais d'autres rendez-vous après. Bon, moi, je l'ai trouvé. Alors, tout le monde m'avait tellement dit de lui qu'il était formidable que j'étais méfiant, quoi. Vous avez deux solutions quand tout le monde vous dit, écoutez, voilà, vraiment, c'est formidable. Juste, c'est the right man for the right place. Vous dites, bon, il y en a peut-être un ou deux autres quand même. Bon, je l'ai reçu, ça s'est bien passé. Je l'ai trouvé à la fois sympathique, enfin, comme il est, quoi. C'est-à-dire, vous regardant avec ses grands yeux bleus, euh, prêt à y aller, avec des idées très claires, une intelligence assez pétillante, le sens de l'humour. Bon, j'étais séduit, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Puis voilà, après, il était responsable. J'avais 2 secrétaires généraux adjoints. Donc, un garçon qui s'appelle Nicolas Reval, qui d'ailleurs a fait son bout de carrière, puisqu'on le retrouve aujourd'hui aux côtés de M. Castex, et Emmanuel Macron, qui était responsable de l'équipe économique, plus une équipe internationale, ce qu'on appelle la cellule diplomatique. Voilà, il a pris sa place très vite. Hein. Et est-ce que j'ai pressenti son ambition présidentielle? Pas du tout. Mais pas du tout. J'étais j'étais totalement frappé de cécité. J'ai bien vu qu'il avait tous les talents de la terre. En matière d'intelligence pure, d'humour, voilà, de connaissance des milieux financiers, d'habileté. Il avait très envie de connaître et de savoir un peu tout. Donc oui, bien sûr que j'ai vu son ambition, que je trouvais extrêmement légitime, mais que son ambition le conduise là où elle l'a conduit, non, franchement, je n'avais pas vu. Enfin, à ce moment-là, hein, plus tard, c'est une autre affaire. Mais lorsqu'on travaillait ensemble, je ne sais plus comment dire, s'agissant du président de la République d'aujourd'hui. Et quand je travaillais avec Emmanuel, non, je n'avais pas en tête qui deviendrait le président Macron. Et alors peut-être pour terminer sur les débats, parce que je voudrais passer la parole à nos auditeurs, à partir de quel moment est-ce que vous vous rendez compte de ces ambitions, une fois que vous-même avez quitté les fonctions? Comment vous voyez ça? Écoutez, j'en sais rien. Mais je crois un peu comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il avait. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas son délire et les cœurs. Je sais pas quelle était la nature de son ambition. Qu'à l'époque, il ait eu de l'ambition et qu'à nouveau, cette ambition était légitime, que ce soit dans la sphère de l'État ou ailleurs, d'ailleurs, parce que beaucoup de voies lui étaient ouvertes. Hein. La voie, évidemment, du politique, de l'administratif, je sentais bien que ce n'est pas ça qui passionnait. De l'industrie ou de la finance, de l'enseignement même, tout ça était ouvert pour lui. À quel moment j'ai senti, je ne sais pas. Moi, j'étais directeur général de la Caisse des dépôts. Par définition, la Caisse des dépôts a beaucoup de relations avec le ministère des Finances, donc avec Michel Sapin à l'époque et Arnaud Montebourg, puis et Emmanuel Macron. Donc, on se connaissait, on se voyait. Bon, bah, je crois que j'ai senti les choses comme tout le monde, c'est-à-dire à l'été ou à la fin de l'été qui a précédé sa démission du gouvernement. Si vous vous souvenez, quand il avait lui-même contribué à annoncer la création d'un mouvement politique qui s'appelait En Marche, il avait dit lui-même que c'était un mouvement ni de droite ni de gauche et qu'il ne devait pas avoir pour objet de porter un candidat à la présidence de la République. Remarquez, avec le recul, j'aurais dû m'en méfier. Mais, pardon, j'aurais dû y penser. Mais voilà, non, je n'ai pas eu de prescience. Ensuite, évidemment, à l'automne qui a précédé l'élection présidentielle il y a 4 ans, bien sûr.
Alors, on a une première question qui vous est posée par Lucas Noël, qui vous dit, Monsieur Lemain, vous qui avez exercé dans le cabinet Gaston Defferre, ne croyez-vous pas que la lourdeur administrative tant décriée à l'échelle nationale s'explique par une centralisation trop importante, malgré plusieurs étapes de décentralisation depuis les années 80? Bah, ma réponse est oui. Oui. Je crois que il y a eu. Moi, j'ai participé à la première grande étape. Hein, j'étais tout jeune quand même, comme conseiller technique auprès de Gaston Defferre et de Jox. Donc, c'était une aventure hein, d'écrire et défendre au Parlement. Enfin bref, les premières lois de décentralisation. Première loi de décentralisation, c'était fondamentalement, je donne aux élus locaux le pouvoir d'être des exécutifs pleins et je les détache de la tutelle des préfets. Après, il y a eu une deuxième étape importante. Et puis après, je leur donne les compétences qui vont bien. Et leur donnant ces compétences, je sais qu'ils vont me demander les moyens, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc, on leur a donné les moyens en hommes, puis en financement. Et lorsque vous avez attribué à des élus du suffrage universel des compétences, des moyens pour exercer ces compétences-là, le pari qu'on faisait, et qui d'ailleurs a été vérifié, c'était l'idée politique de Gaston Defferre, c'était ils en demanderont d'autres, des compétences, donc ils redemanderont des moyens. Donc c'est une espèce de cycle qui s'enclenche, et d'ailleurs la décentralisation, c'est un mot qui veut dire processus, c'est un processus la décentralisation, c'est pas une réforme une bonne fois. Donc je pense que là, il s'est passé un premier moment pendant ces quelques années où la décentralisation a eu un impact très fort sur la gestion des affaires publiques. Je le pense vraiment. Je le dis d'autant plus qu'à l'époque, vous aviez un discours très malthusien sur le mode donner trop de pouvoir aux élus, c'est leur permettre de construire des palais dans les régions et de dépenser bêtement l'argent public. Oui, il y a eu ça. Mais il y a eu un élan très fort, la démocratie locale, ça marchait. Après, il y a eu un deuxième élan qui a été lancé entre, en gros, Jox et Raffarin, qui a abouti à la réforme constitutionnelle, je crois, de 2002, où on a dit dans la Constitution que la République était une République décentralisée. Et c'est dans le même temps que sont montés en puissance les regroupements de collectivités, avec cette idée de dire 36 000 communes, si elles ne travaillent pas ensemble, ça ne marchera jamais. Donc, on a inventé à l'époque ce qu'on appelle depuis les communautés de communes. Bon. Mais le monde a changé depuis. Ce qui a changé depuis, c'est la métropolisation et la régionalisation du côté des institutions. Et du côté des relations de l'État avec la société, ce qui a changé depuis les années 90-95, c'est l'essor des marchés, c'est la montée d'une économie libérale assumée, avec enthousiasme par Margaret Thatcher et assumée de manière grognonne par les gouvernements de gauche qui, jusqu'à Lionel Jospin et même François Hollande d'ailleurs, se sont succédés au pouvoir. Et donc, la montée des agglomérations, le développement d'une économie extrêmement libérale, avec une dominante marché, la montée en puissance aussi d'une image fantasmée, mais fantasmée de manière positive de l'entreprise, comme étant au fond le Saint Graal, à la fois le moyen de tout, l'objet de tout, l'espèce de vision que pour ma part, je regarde avec un tantinet de recul de l'entreprise comme pilier de la société contemporaine. Eh ben, il s'est passé deux choses. La première, c'est que l'État n'a eu de cesse que de se débrouiller pour revenir d'une manière ou d'une autre sur les compétences transférées. Alors, par petits bouts. Et la meilleure manière pour l'État de revenir sur les compétences transférées, c'est de créer de la réglementation. C'est-à-dire de dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais dans le cadre du décret qui lui-même va être modifié par un autre décret, va être amplifié par un arrêté de mise en œuvre, puis par 3 circulaires. Et donc, vous avez un système comme ça qui fait que l'État s'est remis à dire « je ne tiens pas tout ».
et je dois essayer de tenir un peu mieux. Puis vous avez un deuxième phénomène euh, qui est presque paradoxal par rapport à ce que je dis à l'instant, qui est que lorsqu'on s'est posé la question de diminuer la voilure de l'État, lorsque dans l'ère du temps de cette époque, on disait il y a trop d'État, vous savez, c'était un slogan qu'utilisait tout le monde, qui était il ne faut pas trop d'État, il faut mieux d'État. Donc il ne faut pas moins d'État, il faut mieux d'État. Slogan qui n'avait strictement aucun sens en lui-même, mais qu'il y a un sens concret. Le sens concret, c'est-à-dire de dire il faut moins recruter et diminuer les effectifs des administrations de l'État. Or, si vous observez ce qui s'est passé les 10, 12, 15 dernières années, le moins d'État s'est traduit par moins d'État dans les territoires. Ce n'est pas moins d'État dans les administrations centrales, c'est moins d'État dans les territoires. Est-ce que la priorité d'une réforme de l'État, c'était de supprimer les directions départementales de l'équipement? Je ne sais pas. Est-ce que la crise du Covid montre que moins d'État dans les politiques de santé, ça s'est traduit par la suppression des directions départementales de l'action sanitaire et sociale, qui étaient des structures toutes neuves, hein, mais qui ont été supprimées. On a fini par se rendre compte que c'était sans doute une mauvaise idée, et donc on a réinventé une autre structure qui s'appelait les agences régionales de l'hospitalisation, qui sont devenues les fameuses ARS dont tout le monde a parlé pendant, mais qui, elles, sont redevenues les administrations centralisées au niveau régional, qui ne dépendent d'ailleurs pas du préfet, comme les autres directions déconcentrées. Et donc, moi, je pense que ce mouvement qui a conduit à réduire la capacité d'intervention de l'État au niveau territorial, au lieu de le faire plutôt dans les administrations centrales, est une orientation qui a été la voie de la pente la plus facile. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de décisions pourraient être prises sur place si les autorités territoriales disposaient d'un minimum, je parle de l'État, de moyens leur permettant de les mettre en œuvre, ce qui aujourd'hui est quasiment impossible. Et donc, du coup, tout remonte à Paris. Et donc, on a un paradoxe. C'est un État qui, pendant beaucoup d'années, a essayé de revenir un peu sur la décentralisation. Et deuxièmement, qui a plutôt fait des économies d'échelle, mais en les centrant sur le territoire plutôt qu'ailleurs. Et voilà, donc après, on peut toujours créer des maisons de services publics en mélangeant un petit peu tout, ce qui est extrêmement positif et utile, mais on a perdu quelque chose du maillage territorial de l'État. Et dans le même temps, inévitablement, les collectivités locales sont montées en puissance, à commencer par les départements et aujourd'hui essentiellement les régions. Et puis dans l'interstice, on a eu le développement des grandes agglomérations, la quintessence étant le Grand Lyon, en quelque sorte, qui est une espèce d'ovni administrativo-politique, puisqu'il n'y a pas de statut équivalent pour d'autres grandes collectivités locales en France, qui a un peu de compétences départementales, un peu de compétences communales, un peu de compétences régionales. Et donc, on a plutôt contribué à complexifier le dispositif. Voilà. Et donc, légitimement, les gens ont le sentiment que tout ça est devenu infiniment plus compliqué qu'avant. C'est une vieille règle administrative. Si on n'a pas de continuité dans le suivi des politiques, et c'est compliqué pour des raisons qui tiennent la durée des mandats des uns et des autres, mais si on n'a pas une continuité dans les politiques, toutes les réformes, a fortiori des réformes qui ont pour objet la simplification, se traduisent par une complexification. Et toutes les réformes de simplification, en général, quand l'objectif n'était que celui de la simplification, en général, aboutissent à peu. Aboutissent pas à grand-chose. Il faut un moteur politique. L'idée de génie de Gaston Defferre, c'est que le moteur politique, c'est donner du pouvoir aux élus, ils en demanderont encore plus, et quand ils en auront encore plus, ils voudront les moyens de l'exercer, et donc, comme eux sont sous le contrôle direct des citoyens, ce pari, il est à moitié réussi. Regardez, enfin voilà, non, j'arrête parce que sinon je vais être trop long. Mais vous avez un autre volet de cette problématique
qui est un petit peu différent, mais qui me paraît très important aussi, c'est que le pari d'origine de la décentralisation, c'est la démocratie locale. C'est-à-dire, vous élisez votre maire, et puis au bout de la fin du mandat, vous jugez son bilan. Dans les communes, ça marche à peu près. Dans les départements, déjà, vous ne savez plus très bien. Vous participez ou pas aux élections cantonales, mais est-ce que vous mesurez vraiment le rôle et la fonction des départements? J'en sais rien, on verra dans un mois. Mais bon, compliqué. Au niveau de la région, le débat actuel politique est totalement surréaliste. L'ensemble de la classe politique parle des problématiques de sécurité. Les régions ont beaucoup de compétences. Il y en a au moins une qu'elles n'ont pas, c'est la sécurité. Donc, le contrôle exercé par le suffrage universel sur les conditions de gestion et les projets de l'exécutif local, qui sont quand même le fondement même de la démocratie locale, finissent par s'estomper un peu. Et je pense qu'une des clés de ce point de vue-là, elle est dans le développement de d'autres formes de communication. La communication n'est pas que nationale. L'information n'est pas que nationale. C'est bien la PQR, quoi. Et comme il va y avoir de plus en plus de réseaux sociaux ou d'outils partenariaux de ce genre-là qui vont se développer sur la toile dans les années qui viennent avec une vision territoriale, je ne fais pas du tout partie de ceux qui passent leur temps à pleurer sur le développement des réseaux sociaux. Je trouve que ça peut peut-être être aussi une chance pour la démocratie locale. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes, deux précisément, on pourra déborder un peu évidemment, mais pour vous adresser trois questions qui se rejoignent. La première, c'est au regard de la richesse et de la diversité de votre parcours, quel a été en fait le moment ou le souvenir le plus marquant? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est toujours dans ce parcours riche et diversifié, quelle a été l'expérience où vous vous êtes senti le plus utile? Est-ce qu'il y a une fonction plus qu'une autre? Et troisième et dernière question, avec le recul, que pensez-vous du mandat de François Hollande? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous regrettez ou des réformes ou des grandes décisions dont vous êtes particulièrement fier? Bah, écoutez, je commence par la fin. Moi, j'ai un des moments forts, un des moments voilà, où on sent qu'on a fait des choses utiles et pertinentes, c'est par exemple, bah, ça doit être le 4e ou le 5e anniversaire d'ailleurs maintenant, c'est la loi Taubira, quand après que partie de la France réactionnaire se soit baladée dans les rues pour des raisons que je comprends, je veux dire que je n'approuve pas, mais toutes les manifestations sont pertinentes, mais après tout le brouhaha qu'il y a pu y avoir autour de la réforme Taubira sur le mariage pour tous, je trouve que c'est une belle réforme. En tous les cas, on était contents, quoi, à ce moment-là, de se dire, ben voilà, ça a été pendant un an un parcours d'obstacles compliqué, où tous ceux qui étaient contre étaient très bruyants, tous ceux qui étaient pour le manifestaient peu, et où Christiane Taubira, appuyé par le président, a tenu bon dans des moments difficiles. Pour vous donner un exemple, hein, voilà. Dans les bons souvenirs ou les meilleurs souvenirs, j'en sais rien. Si je prends toute ma carrière, j'ai deux beaux souvenirs. Un de mes beaux souvenirs, j'en ai plein, donc j'ai de très beaux souvenirs, en Corse. J'en ai plus douloureux, hein, parce que j'ai fait l'objet d'un attentat à l'époque où j'étais en Corse, mais j'ai beaucoup de beaux souvenirs. J'ai des beaux souvenirs de moments où j'étais dans ce qu'on appelait un placard. J'ai contribué à réformer le journal officiel en le fusionnant avec la documentation française pour en faire une entreprise moderne de service public. C'était vachement bien. Personne n'évoque ça quand on me parle vaguement de ma biographie, pour autant que ma biographie soit intéressante. Quel moment on se sent utile? Écoutez, on se sent utile. À l'Élysée, je me sentais utile. Hein.
C'est très compliqué d'exercer un des métiers du service public si vous ne vous sentez pas utile. C'est très compliqué. Parce que les métiers de service public, vous voyez, moi, je n'ai jamais pantouflé. Je n'ai jamais voulu pantoufler. Et en partant de la Caisse des dépôts, la plupart de mes prédécesseurs, que j'aime beaucoup et que je connais pour la plupart d'entre eux, ont fait des choix complètement différents du mien. Moi, je suis parti dans une association qui s'occupe d'économie sociale et solidaire. Je suis le moins chic de tous, quoi. Mais c'est mon choix parce que je trouve que c'est plus intéressant et que là, je me sens utile. Et dans nos métiers de service public, s'il y a un message à passer que nos anciens élèves savent bien, parce qu'ils ont vécu aussi des carrières de service public, et que les nouveaux élèves mesurent peut-être pas autant qu'on le dit, c'est que le fait de se sentir utile, et donc de se sentir utile, après, c'est des mots usés comme des vieux galets, mais l'intérêt général, le service public, c'est pas comme on dit que le service du public. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de me sentir utile souvent. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je me suis planté, y compris à l'Élysée? Réponse, oui. Mais ça, c'est mon secret. Je ne vous le dirai pas. Enfin, pas encore. Quand je serai très, très vieux. C'est ça, ça sera l'occasion d'une prochaine conférence. En tout cas, Monsieur Lemas, merci très chaleureusement au nom de toute Merci à la vous. communauté des alumni, d'avoir répondu présent si promptement à notre invitation. Merci beaucoup à notre collègue Sandra d'avoir rendu cette rencontre possible. Merci à vous. Que tous nos meilleurs voeux de succès vous accompagnent à la tête de France Active. Rendez-vous, si vous en êtes d'accord, à partir du mois de septembre prochain, en tout cas à l'automne prochain, pour une conférence, peut-être dans le cadre de notre groupe professionnel ESS. En tout cas, d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Chers et chers alumni, je profite de cette occasion pour vous souhaiter évidemment une excellente soirée, vous donner rendez-vous très prochainement à travers les écrans de Sciences Po Alumni avant de vous retrouver, nous l'espérons très prochainement, physiquement du côté de la rue Saint-Guillaume. Très bonne soirée à toutes et à toutes. Et Monsieur Lemas, encore tous nos remerciements pour ce temps. Merci à vous et merci à tous les alumni. Moi, dans mon temps, on disait les anciens de Sciences Po. Merci à tout le monde et merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.